Alors, des poches avec rabat ou des poches plaquées, ni l'un ni l'autre, mon capitaine. Je préfère les poches passepoilées, c'est-à-dire sans rien, en fait, parce que je trouve qu'au niveau de la silhouette, c'est plus joli. Poignée mousquetaire ou poignée simple? Alors là, c'est facile à répondre. J'ai été un apôtre, un inconditionnel des poignées simples. Je trouvais que c'était compliqué de mettre des boutons de manchette, tout ça. Puis surtout que ça donnait tout de suite une ambiance, très formelle, un petit peu trop. Moi, je portais déjà des costumes sur mesure, avec des souliers sur mesure, avec des cravates un peu haut de gamme, avec des chemises sur mesure, des pochettes. Et je me disais, bon, mettre en plus des boutons de manchette, je trouve ça un peu, un peu trop. Et puis, voilà, j'aimais mieux la simplicité d'une belle manche, avec un boutonnage simple, rien de particulier. Et puis finalement, récemment, il y a 2 ans, j'ai redécouvert le bouton de manchette. Donc, je m'en sers un peu, on va dire 70% poignée simple, 80% même poignée simple, et maintenant 20% poignée mousquetaire, avec une utilisation quand je suis dans une soirée un peu prestigieuse ou quand j'ai besoin quand je suis plutôt en soir, voilà. J'aime les boutons de manchette plutôt en soirée. Alors, Prince de Galles ou carreau fenêtre? Alors là, j'aime vraiment les deux, mais si j'avais à choisir, je dirais Prince de Galles. D'ailleurs, on dit Prince de Galles, c'est un peu un abus de langage. On devrait dire Glen Plaid ou Glen Urquhart, qui est la vraie dénomination. Le Prince de Galles étant une sous-catégorie du Glen Plaid ou du Glen Urquhart, puisque c'était lié à des clans à l'époque en Écosse. Mais bon, oui, allez. Si je devais choisir en carreau fenêtre, vous savez, c'est grand carreau, en fait, tout simplement, comme une fenêtre, qui dans le tissu, on peut avoir un tissu avec un motif et on a un espèce de carreau qui vient par-dessus, se superposer. C'est très joli. Mais ça fait des choses un tout petit peu plus, vraiment des déclarations de style. Prince of Wales, Prince de Galles, c'est un peu plus discret. Donc définitivement Prince de Galles. Revers en pointe ou revers à cran? J'aime les deux, mais enfin quand même, disons, revers en pointe. Alors, sans costume droit ou costume croisé, là, ouais, ceux qui nous suivent un tout petit peu, qui ont lu mes livres, qui ont lu PG depuis 10 ans, qui regardent Discussion sartoriale, qui ont vu les séries sur ma garde-robe, c'est sans hésitation le costume croisé. J'ai été un grand militant du costume croisé grâce à Massimo Cifonelli en 2008. Je faisais mon 2e costume chez eux et il m'a dit tu devrais toi essayer le croisé, ça va bien t'aller, etc. Et en fait, j'étais pas persuadé au début et j'ai commencé à mettre du croisé. Et après, aujourd'hui j'ai un costume droit, mais une fois n'est pas coutume. Mais je crois que costume croisé c'est 75% de ma garde-robe. Voilà, et donc j'ai été connu pour être un des grands partisans du costume croisé, donc que j'ai défendu sur la terre entière. Alors, des épaules avec du padding, du rembourrage ou des épaules naturelles. Alors évidemment, moi je suis chez Cifonelli, donc qui ont fait à peu près la moitié de ma garde-robe. Donc évidemment, regardez l'épaule, là il y a du rembourrage, c'est une épaule française, un peu tournante, avec du padding à l'intérieur. Donc oui, plutôt épaule rembourrée. Vous savez que c'est un vrai sujet dans le domaine sartorial, l'épaule. Ceci étant dit, j'ai eu accès à des tailleurs napolitains de grand talent, et j'ai pris goût petit à petit à l'épaule un peu plus tombante, l'épaule dite naturelle. Donc un peu les deux. Je sais pas, regardez les travails de chez Attolini par exemple, qui est magistral, travail de chez Panico, de chez Ciardi, de tous les grands tailleurs napolitains, de chez Rubinacci, etc. Donc on a vraiment, j'ai pris goût à ça petit à petit, même si d'un point de vue, de goût personnel, j'aime la structure d'une épaule parisienne, comme M. Cifonelli ou Cornzaluca par exemple. Des pantalons blancs ou bordeaux? Je n'ai ni l'un ni l'autre.
Vous vous rendez compte? Alors, ma femme me dira, Hugo, il te manque un pantalon blanc parce que pour porter avec une belle veste sport, l'été c'est quand même vachement bien. Bordeaux, je trouve ça assez joli aussi, mais pour moi, Bordeaux, ça évoque le corduroy, comme on dit, le velours côtelé. Un peu, je trouve ça assez joli. J'ai ni l'un ni l'autre, mais si je devais choisir, je choisirais blanc. Alors, est-ce que j'aime les revers ou sans revers mes pantalons? Là, même chose, alors. Bon, là, je crois qu'il va falloir qu'on mette une illustration à l'écran. Depuis 2007, j'ai pris l'habitude de faire un petit cran en bas de mes pantalons. Alors, parfois juste une petite fente. C'était juste l'idée, c'est de montrer un peu plus mes souliers. Puis j'aime bien ce petit détail comme ça. Et puis après, Lorenzo a inventé pour moi une petite mouche en triangle, comme ça, que j'ai fait sur de nombreux costumes. Donc par définition, pas de revers, hein, puisque je faisais cette espèce de petit cran comme ça, qui était devenu, enfin ma signature, c'est un peu, on peut dire ça, c'est un peu frimeur même, mais qui était devenu mon pantalon préféré, quoi, tout simplement. On m'a beaucoup posé de questions d'ailleurs à ce sujet-là. Et puis après, j'ai découvert les tailleurs napolitains, les tailleurs italiens, c'est vrai. Même chose, quoi, un beau costume croisé, ou même romain, chez Aloïse, j'ai un très beau costume croisé de chez Gaetano, ou alors des costumes de chez Pirozzi, par exemple, etc. On est en Italie, un beau costume croisé avec une ligne, c'est vrai que c'est plus joli avec un revers. Donc, un peu les deux, mon capitaine. Alors, est-ce que j'aime les cols contrastés ou les cols, du même tissu que la chemise? Alors, ça dépend. J'aime beaucoup les cols blancs sur une chemise à rayures, par exemple. Mais en revanche, ou même sur une chemise d'une autre couleur, mais en revanche, quand je fais les cols contrastés blancs, je fais pas les poignets contrastés. Je trouve que ça fait trop. Donc on fait le col, mais pas les poignets. Mais c'est vrai que sur une chemise à rayures, j'aurais tendance à contraster le col pour donner un aspect plus formel ou plus business. Si je veux quelque chose d'un tout petit peu plus casual, je vais pas contraster le col. Poche poitrine ou pas de poche poitrine sur les chemises, c'est simple, jamais de poche poitrine pour moi. Parce que je trouve que... Ou alors si sur une button down, sur un col boutonné pour le week-end, sans cravate, peut-être. Mais sans ça, pour une chemise cravatée, une chemise, habillée, pas de poche poitrine, jamais. Alors, col très ouvert au col plus fermé, on appelle... même chose. La nomenclature et la sémantique sur les cols et les poignets de chemise est impossible à connaître parce que jamais personne s'exprime de la même façon. Alors, l'anglais est précis, on dit cutaway ou extreme cutaway. Le français n'est pas précis. On parle de col ouvert, on parle de col italien. Enfin bref, moi personnellement, bon là ici c'est le plus ouvert que je peux avoir, c'est ce que je porte là, donc c'est pas très ouvert. J'aime beaucoup les cols assez conséquents, j'aime beaucoup les cols très pointus, j'aime beaucoup les cols dits français, où on a de la matière et surtout que les bouts vont sous la veste. Voilà. Je trouve ça beaucoup plus joli que ces cols un peu anorexiques qu'on voit partout à la télévision, ça m'arrache les yeux, mais enfin c'est une question de perception et de goût tout simplement. Donc sans hésiter, moi les cols très ouverts, extreme cutaway comme on dit en anglais, ça me va pas. C'est pas pour moi, donc plutôt les cols pointus et avec de la matière, quoi. Alors est-ce que je préfère avoir des plis ou pas de plis des pinces, on dit d'ailleurs chez mes pantalons. Alors moi personnellement, notamment tout ce que j'ai fait avec Chiffonelli, je fais sans pli. Toujours parce que j'aime cette notion d'avoir une silhouette optimisée. C'est un peu snob de dire ça, mais ouais, c'est joli quoi. Quand je suis en forme, quoi, quand je suis fit, quand j'ai fait du sport, quand j'ai pas bu trop de nuit Saint-Georges et mangé trop de camembert, j'aime avoir des choses très, je vais pas dire moulantes, mais près du corps, quoi, très strictes au niveau de la ligne. Je ne déteste pas les pinces par ailleurs. Par exemple, sur un joli costume à rayures craies, ce qu'on appelle des costumes croisés un peu de gangster, c'est joli d'avoir
des plis, un pli, deux plis, ça donne un style un peu années 50 comme ça. Mais enfin, globalement, je préfère sans pli. Alors, des boucles à ceinture ou des bretelles ou des pattes de serrage. Alors moi, je ne supporte pas les ceintures. Alors je suis désolé, j'ai beaucoup de copains qui font de très belles ceintures. J'ai même essayé, moi, d'en porter. J'y arrive pas. Je trouve que ça me va pas. Ça coupe la silhouette en deux. Enfin, vous connaissez un tout petit peu, si vous nous suivez mon opinion sur le sujet, si vous nous découvrez, en gros, je pense qu'une ceinture qui peut être un très bel objet, mais voilà. Ou alors si elle se fond vraiment avec le pantalon. Je veux pas que ça se voit, quoi. Je veux pas que ça coupe, ça fasse cette rupture dans la silhouette qui a tendance à raccourcir les jambes et à couper la silhouette en deux. Donc 90% de ma garde-robe, qui est assez conséquente, est fait avec ce qu'on appelle des pattes de serrage. Donc c'est ces petites pattes qui sont sur le côté. Et voilà, je vous donne un petit truc qui m'a été donné par Andrea Luparelli, mon ami de chez Ripenze à Rome, qui m'a dit: Hugo, si tu fais des pattes de serrage, au lieu de les faire vers l'arrière, fais-les vers l'avant. Et en fait, c'est vraiment pratique, quoi. Voilà, une patte de serrage, ça les permet, vous voyez, là je porte ce costume, je pense que je suis 7 ou 8 kilos plus léger qu'à l'époque où j'ai fait ce costume, et grâce aux pattes de serrage, pas de problème, mon pantalon va comme un gant et je ne suis pas embêté. Voilà, donc sans hésiter, pattes de serrage. Parfois des bretelles, mais c'est rare. Alors, est-ce que je préfère une chemise bleu ciel ou rose? Alors, je vais vous surprendre parce que j'aime les chemises roses. Et c'est très étonnant parce que, vous savez, rose dans l'inconscient collectif, c'est la couleur des filles, c'est la couleur notamment des bébés filles. Je viens d'avoir une petite fille d'ailleurs 2 jours avant de l'enregistrement de cet épisode, donc qui s'appelle Cassandre, qui est très jolie, c'est un joli petit bébé. Et donc le rose, alors j'aime le bleu ciel évidemment, notamment les tissus de chez Carlo Riva ou de chez Alumo, des choses exceptionnelles, enfin, bref, j'adore, mais je porte du rose. Et la première chemise en grande mesure que j'ai faite chez Alessandro Siniscalchi à Milan, c'était j'ai toujours cette chemise évidemment, c'était une chemise avec un tissu, comment dire, coton avec un mélange de lin de chez Carlo Riva, rose avec un col contrasté blanc, absolument génial. Donc évidemment le bleu ciel est plus facile à porter, donc encore une fois je suis désolé, je ne peux pas choisir, j'aime les deux, mon capitaine. Alors le whisky, je m'y suis intéressé pendant de nombreuses années, avec mon fils d'ailleurs. On s'est beaucoup intéressé au sujet. On a goûté beaucoup de choses. Bon, évidemment, le whisky écossais, principalement, des Highlands, du Speyside, Islay, et puis un peu le whisky japonais, et puis le bourbon plus tard. Et bon, mes whiskies préférés restent quand même les whiskies de Islay. Islay, c'est une petite île au nord de l'Écosse. C'est pas un climat très accueillant là-bas, mais il y a... voilà, faut aimer la tourbe, faut aimer la fumée, faut aimer ces whiskies très typés. Port Ellen, la Froeg, la Gavuline, toutes ces choses qui sont, comment dire, voilà, c'est un type de whisky que j'aime. Moi, personnellement, j'aime boire des whiskies d'Islay avec une toute petite goutte d'eau. C'est vraiment juste rien, quoi. C'est juste un zeste d'eau. 3 gouttes, quoi. Mais j'ai appris à le boire comme ça, bien sûr pas de glaçons, parce que ça, d'abord, ça rend la consommation un tout petit peu plus facile et moins, comment dire, ça brûle un peu le whisky, la gorge, etc. Et surtout, ça libère les arômes. Et quand vous buvez un Lafroeg ou un Bruichladdich, par exemple. Alors, Bruichladdich, c'est étrange parce que c'est une maison qu'on adore. Je ne sais pas comment, Bruichladdich, ils disent en Scottish. Et c'est ces bouteilles assez très peu hautes et assez larges. Et ils ont tellement de cuvées différentes. Mais ils ont une particularité, c'est qu'ils ont repris, elle a été réveillée, cette distillerie, il y a une quinzaine d'années, je pense. Et ils font différentes cuvées. On a l'habitude de dire Bruichladdich à chaque fois qu'ils ont un enfant ou qu'ils ont un nouvel ami, ils font une cuvée spéciale. Mais toujours est-il qu'il y a le Bruichladdich 10 ans, par exemple, il est moins tourbé
que les Bruichladdich normaux, enfin que les whisky d'Islay normaux, il est plus iodé. Enfin bref. Et eux, on prenne tout de l'île d'Islay. La tourbe est de là, l'eau est de là. Et donc c'est assez intéressant. Donc j'aime beaucoup tous ces whiskies-là, Bruichladdich, Lagavulin, Laphroaig, Port Ellen. Tout ce qui est Islay m'intéresse parce que je trouve que c'est un des lieux sacrés du whisky de qualité. Alors, j'étais énormément... le problème, c'est que je suis un garçon assez passionné, donc dès que je mets le doigt dans quelque chose, je mets le bras et je mets tout, quoi. Enfin, je veux dire, donc, oui, je me suis beaucoup intéressé à ça. En plus, j'ai eu un studio d'enregistrement quand j'étais gamin. Enfin, quand j'avais 20 ans. Donc, bon, j'ai eu la chance, il y a une quinzaine d'années, d'avoir les moyens de m'offrir un amplificateur Macintosh. Alors, pas Macintosh Apple, hein, ça n'a rien à voir, c'est Macintosh Lab. Ce sont des amplis à lampe, très lourds, très beaux d'ailleurs, avec ces vumètres bleutés. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'en voir, ça coûte assez cher, mais c'est d'une qualité absolument étourdissante. Et puis j'adore l'esthétique, c'est très suranné. J'aime beaucoup ça. Mes enceintes, à l'époque, c'était des enceintes Triangle. Alors je crois que Triangle, c'est une maison française, enfin, j'en suis même sûr, qui fait des colonnes à l'ancienne. Je me souviens d'ailleurs, c'était tellement précis, on disait pas un lecteur CD, on disait un transport CD, c'est vachement chic. C'était un TEC, je me souviens, T-E-A-C, et je me souviens très bien qu'avec cet équipement Macintosh, donc à lampe, un ampli à lampe très lourd, il faisait plus de 60 kg, je crois, l'amplificateur, et les colonnes Triangle très hautes, qui faisaient, je sais pas 1m30, 1m40 de haut. Je me souviens dans le Twitter, extrême Twitter en haut, j'écoutais Strawberry Fields Forever des Beatles, et en fait on s'aperçoit avec un matériel comme ça qu'on entend tout. Et il y a une espèce de défaut, comme une espèce de pédale flanger qui tourne constamment pendant le morceau. Voilà. Donc je ne suis pas allé plus haut que ça, parce que c'était déjà très haut de gamme. Moi je connais des gens qui sont allés très très loin avec certains matériels. Après c'est infini, hein. L'audiophile c'est devient une passion, etc. Moi j'ai d'autres passions dans la vie. Mais voilà, donc Macintosh Labs et Triangle, c'est l'équipement que j'aime. Aujourd'hui, on vit dans une maison un peu plus importante, on a essayé le multi-room, on s'intéresse un peu à De Vialet, qui est une marque française. Alors il y a le pour et le contre, mais enfin mon beau-frère, qui est ingénieur du son dans le cinéma, qui a été césarisé d'ailleurs, je crois que c'était en 2012, avait attiré mon attention sur De Vialet, qui est une marque française d'ailleurs, avec des brevets français assez intéressants. Voilà, j'ai pas encore sauté le pas pour équiper ma maison, mais peut-être je le ferai un jour. Si j'avais les moyens d'avoir la voiture de mes rêves, ou la voiture, je ne vais pas dire de mes rêves, parce que sincèrement, la voiture m'importe assez peu. Ceci étant dit, j'ai eu la chance de monter dans des Aston Martin, d'être, dans des Bentley, c'est incroyable d'ailleurs, à chaque fois qu'on va en Espagne, à Madrid, Bentley est notre partenaire, sponsor, enfin j'aime pas le mot sponsor, mais chaque fois qu'on va à Madrid pour visiter des tailleurs, pour faire des conférences, pour faire des dédicaces, on a la joie d'avoir, l'avant-dernière fois, on a eu une Bentley Mulsanne, qui est une voiture complètement incroyable, qui est la dernière Bentley qui est encore produite en Angleterre. Mais bref, si j'avais les moyens, je pense que sans hésitation, mon choix se porterait vers une Aston Martin, mais la 4 portes. Vous savez, ça s'appelle, je crois que c'est la Rapide, je pense que c'est son nom. J'en suis pas sûr, je pense que c'est son nom, oui. Et donc c'est la Aston Martin, cette espèce de discrétion anglaise, understatement à l'anglaise, hein, cette espèce de discrétion, mais c'est une voiture d'une classe absolument fabuleuse. Bon, c'est absolument pas dans mes moyens, évidemment. Un petit peu en dessous en termes de prix, j'en aime beaucoup la Maserati 4 portes, quattro portes. D'ailleurs, je préférais les modèles un tout petit peu anciens, qui ont 3-4 ans, parce que les nouveaux modèles sont un tout petit peu plus, communs. On a eu la chance avec Sonia de faire un long trajet. Je me souviens quand on allait visiter Sant'Andrea Milano, qui est comme son nom l'indique pas, St. Andrews, qui est une fabrique de costumes haut de gamme à Fano, sur la côte adriatique italienne. Très jolie d'ailleurs, très joli, très très bel endroit. Pareil que depuis Fano, quand le temps est clair, on peut voir les côtes de la Croatie, c'est très beau. Et on avait fait un trajet, je
je crois que c'était Milan-Fano, c'est assez loin quand même, 300-350 km, dans une Maserati Quattroporte. La qualité du cuir, le bruit du moteur et tout, bon, c'est l'italienne, hein, évidemment. Alors les gens qui aiment les Allemands diront que c'est pas solide, c'est difficile à maintenir, mais enfin, ça a un charme quand même extraordinaire. Donc, Aston Martin rapide, Maserati Quattroporte, bon, mais je vous rappelle que nous roulons en Fiat 500, donc on n'est pas tout à fait dans cette gamme-là en termes de voiture. On a une petite Audi décapotable aux États-Unis, parce que vous savez qu'on partage notre vie entre les deux continents. Voilà, donc on n'est pas des gens très passionnés par les voitures, on ne peut pas tout faire dans la vie, mais si j'avais les moyens, ce seraient ces deux voitures-là, Aston Martin, rapide et Quattroporte de chez Maserati. Mes écrivains, mes auteurs préférés. Alors ça c'est une question difficile parce que bon, évidemment, je suis un garçon classique, je suis né en 1963. Je pense que l'éducation, l'école a changé, mais à mon époque, on ne pouvait pas faire l'économie de lire Gustave Flaubert, Marcel Proust, Honoré de Balzac, Victor Hugo. Donc oui, j'aime Flaubert, je vénère Flaubert, je trouve que c'est un des plus grands stylistes littéraires que l'on ait. Vous savez, Flaubert a cette chose un peu incroyable qui est, il met, alors je ne sais pas si on appelle ça la prose poétique ou la poésie de la prose, je crois que c'est la prose poétique, c'est cette idée que Flaubert était obsédé par le style d'écriture. Et même pour décrire des choses très simples, d'ailleurs un cœur simple de Flaubert, enfin si vous n'avez pas lu dans votre vie un cœur simple de Flaubert, c'est absolument magistral. Et Flaubert allait très très loin jusqu'à passer 2 jours sur une phrase, parce qu'il voulait toujours avoir le rythme parfait, parce qu'il voulait toujours avoir, cette musique dans l'écriture qu'on retrouve que c'est très très peu de gens. Et on est vraiment... Alors on n'est pas dans cette notion sur laquelle Arthur Rimbaud est allé très 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 loin, et d'autres, qui est de s'occuper uniquement de la sonorité sans s'occuper du sens. Flaubert était extrêmement précis, mais il a ce style. Donc Flaubert, indéniablement, pour la France. Je me suis beaucoup passionné aussi pour la littérature américaine, il y a quelques années, et notamment pour tout ce courant qu'on appelait la littérature du désenchantement. Les David Leavitt, les Bret Easton Ellis, les gens, Jay McInerney, tous ces gens-là qui étaient un peu cette littérature des années 80-90, où c'était l'anti-rêve américain, cette espèce d'écriture un peu, qui faisait presque scandale d'ailleurs aux États-Unis. Paul Auster était aussi assez intéressant. Et donc je me suis intéressé, mais il y a un livre qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, c'est un auteur qui est mort d'ailleurs, qui s'est donné la mort, malheureusement dans les années 80, je crois, ou 90, il s'appelait Jerzy Kosinski. Et il a fait un petit livre, alors ça, si vous pouvez mettre la main sur ce livre, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ça s'appelle, alors en français on appelle ça Bienvenue Mr. Chance. Je crois que le titre en anglais c'était Being There. Je crois qu'il y a eu un film aussi qui a été fait avec Peter Sellers, je crois, mais j'en suis pas sûr. Bref, Jerzy Kosinski, c'est pareil, c'est cette mouvance de la littérature du désenchantement, c'est vraiment un chef-d'œuvre, grand auteur qui est disparu très jeune et trop tôt d'ailleurs, et j'aime beaucoup. Donc c'est peut-être pas un nom qui vous est familier, mais c'est très beau. Et puis je peux pas ne pas citer évidemment Gilbert Keith Chesterton, alors qui est pas pour ses romans, mais pour ses essais, cet immense auteur anglais qui a fait ce qu'on appelle son autobiographie débraillée. J'adore cette idée-là. C'est un chrétien et qui parle de la chrétienté comme personne d'autre au monde. Et j'adore. Enfin, moi, ça me touche terriblement. Je crois qu'on a eu la chance en France d'avoir une réédition de 2 de ses ouvrages très importants. Un qui s'appelle Hérésie, je crois, ou Hérétique, et l'autre qui s'appelle Orthodoxie. Et ce sont des ouvrages d'une acuité géniale. Voilà. Pour terminer sur le sujet, je suis très passionné par les écritures saintes également, je lis la Bible beaucoup, en anglais d'ailleurs. Et voilà, enfin c'est un autre sujet, mais avec Sonia, nous lisons les écritures saintes très très fréquemment, en l'occurrence quasiment tous les jours, et c'est quelque chose qui nous importe, qui est très très important pour nous.